Les vraies voies de l'emploi, on apprend des choses, on découvre des métiers avec Jérôme Laverny. Et là, Jérôme, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est vraiment dans l'artisanat déjà, au sens large, et au sens un peu plus rétréci de l'art, de l'artisanat d'art. Oui, tout à fait. Son et lumière, disait-on, avant la pause, avec la restauration de pianos, mais également ce métier de néoniste qu'il reste à faire découvrir, parce que je pense que si tout le monde a vu certaines productions, peut-être pas celle d'Alexis, qui pourtant fleurissent sur pas mal devantures de restaurants. On a tous en contact ces choses-là, en n'imaginant pas l'investissement, le temps, l'apprentissage qu'il a fallu pour arriver à ce type de production, et avec des parcours qui sont pas très éloignés des deux que nous avons découverts en première partie. Il y a une vieille maison qui date de 1902, ça s'appelle la Maison Balleron. Restauration est donc une histoire de passion, une histoire de famille. Sylvie, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est la transmission, parce que ça aussi c'est important dans l'artisanat. Le mot transmission revient, héritage et transmission reviennent assez régulièrement. Et là, on est vraiment dans ce cas avec vous. Oui, moi je pérennise une entreprise de plus de 100 ans à Paris, dans le 16e. Et je passe mon temps à pérenniser des vieux pianos qu'on mettait autrefois à la poubelle, ou qu'on met toujours à la poubelle. Et qu'avec un petit peu de savoir-faire, un petit peu de bois, de feutre de métal, je fais revivre. Voilà, je fais revivre. Aussi bien pour Monsieur Tout le Monde, mélomane ou débutant du piano d'ailleurs, que pour les grands musiciens, parce que j'ai aussi une collection de pianos de concert. Monsieur le Président connaît bien. Et que je fais... Tout type de piano, parce qu'on dit toujours que le piano droit n'est pas un piano, mais piano à queue, demi-queue, quart de queue. Voilà. Quart de queue. Moi, je suis plutôt maintenant dans les pianos à queue, parce que la demande est quand même descendue, parce que je suis un métier de niche dans une autre niche. Donc c'est principalement des pianos à queue jusqu'au grand piano de concert. Mais quand on regarde votre site, le piano en vente le plus ancien date de 1842. On arrive encore. Le plus récent, vous voulez dire, parce que le plus ancien, c'est 1808. 1808, je ne l'ai pas vu sur le site web. Mais en cherchant bien, vous allez le trouver. Même 1808, ça ne nous rajeunit pas. Oui, en fait. On arrive à travailler les matériaux comme il y a un peu plus de 2 siècles, il y a 215 ans. Oui, parce que moi, je m'inscris surtout dans la transmission du patrimoine. Donc, je restaure des instruments qui vont en gros de 1840, époque Chopin, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des instruments qu'on trouve encore dans les maisons, alors que les pianofortes d'avant, ils sont plutôt dans les musées ou dans les salles des conservatoires pour les pianistes, pianofortistes. Donc ce sont toujours des instruments qu'on trouve dans les familles encore, et que je restaure depuis maintenant 40 ans. On parlait de transmission tout à l'heure et d'héritage, puisque vous avez suivi l'héritage ou la transmission de vos parents. Est-ce que vous avez dû faire un CAP? Est-ce que vous avez dû retourner à l'école, ou si finalement c'est vos parents qui vous ont servi en tout cas de référent et de professeur, si je puis dire? Voilà, moi je suis sortie de la 3e à 15 ans, au mois de juin, et au mois de septembre j'ai rentré à l'atelier et je n'ai plus quitté. J'ai acquis mon métier en faisant effectivement un petit passage dans une école de technicien de maintenance de piano neuf qui s'appelle l'ITEM, qui existe en France, qui forme plutôt des techniciens de maintenance de piano moderne. Mais il n'y a pas d'école qui apprend le métier que je fais. C'est quelque chose que j'ai appris. C'est vraiment du mentorat en fait, c'est vraiment un espèce de... Voilà, j'ai appris avec les techniciens qui étaient là, j'ai appris avec les instruments qui étaient là, et je n'ai cessé de monter, si vous voulez, en qualité, j'espère, de travail. En excellence même. Voilà, en excellence. Et puis, voilà, à partir de 2008, je suis allée voir à la Chambre des métiers, puisque j'ai pris ma première apprentie en 2008. Parce que moi, je suis patron depuis 1992, parce que j'ai repris la maison. Oui. Et à ce moment-là, la Chambre des métiers m'a dit « Oh, mais vous pourriez être... maître artisan métier d'art, voilà. Puis ensuite vous pourriez avoir le label EPV. Alors je suis allée au label. C'est quoi EPV. Le label EPV? Eh bien donc c'est le label Entreprise du patrimoine vivant qui est donné par toujours, je crois, le ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce que ça change finalement d'être labellisé entreprise finalement ce EPV là du patrimoine vivant? Le label EPV, c'est une énorme machine qui regroupe aussi bien Louis Vuitton que l'atelier Balleron. Voilà. D'accord. Ah oui. Oui, c'est tourner tous ensemble dans le même panier.
Nous sommes des entreprises qui sont censées transmettre l'excellence des savoir-faire français au niveau mondial, en fait. Vous êtes nombreux à restaurer des pianos qui datent jusqu'à 1808, c'était sous Napoléon. On n'est pas nombreux. Il y a beaucoup je parle pas seulement à Paris, en France. Hein, oui, on n'est pas nombreux. Il faut aussi quand même dire que l'artisanat, il y en a partout. N'importe qui peut faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des niveaux qui sont importants à respecter, surtout quand on doit transmettre quelque chose. Parce que si vous abîmez un piano, comme si vous abîmez... on ne parle pas d'accorder un piano. Là, c'est vraiment travailler la structure. Donc, si vous abîmez l'objet par une mauvaise restauration, c'est un peu comme le bâtiment, patrimoine bâti. Hein. Si vous abîmez les choses, c'est très difficile, très compliqué. Cette filière, il y a beaucoup la filière est fournie, où on sent que quand même certaines jeunesses se dirigent vers ce type d'artisanat. Comme la musique, ça a un impact assez fort chez les jeunes. Tout le monde est absolument émerveillé du travail que je fais, mais dès qu'ils rentrent dans la matière, ça se complique. Oui, parce qu'il faut y dire que c'est un investissement beaucoup de travail et un investissement individuel qui, du reste, au-delà de vos rôles, vous avez quand même valu la Légion d'honneur. Il faut le rappeler quand même. Et à juste titre. Et tant pis, et bien fait. Et puis d'abord, ces métiers aussi appartiennent à un patrimoine, non pas tant seulement parce qu'ils sont historiques, parce qu'ils existent depuis des lustres, il y en a plein d'autres, mais c'est qu'ils s'inscrivent dans une production unique, durable. S'il n'y a pas que le développement qui est durable. À notre époque du recyclage, vous produisez des choses qui non seulement sont uniques, mais ont pour vocation de durer. Les bâtiments qui étaient construits par les maçons il y a une centaine d'années sont bien plus durables que ne le sont ceux d'aujourd'hui, si je ne m'abuse. Et voilà, donc ça aussi, ça participe du patrimoine. Donc chapeau bas. Francis Bussière, président de la CMA, justement à Île-de-France. Oui, je voulais rajouter quelque chose qu'elle n'a pas dit, parce qu'elle est une humilité totale. Mais elle est aussi, qui n'est pas notre cas avec Philippe. Nous, j'ai l'impression, mais ça vous regarde. C'est-à-dire qu'elle est aussi maître artisan d'art. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose, c'est un titre décerné par la Chambre de métier et de l'artisanat, et titre décerné par les pairs, c'est-à-dire que ce sont les pairs qui vont dire, ben voilà, c'est effectivement reconnu, en fait, c'est reconnu de ses pairs. Parce qu'en fait, on a plein de labels maintenant dans les métiers d'art où les gens finissent par un peu s'y perdre entre la Chambre des métiers qui donne le titre de maître artisan en métier d'art, le ministère de la Culture avec le dispositif maître d'art élève, le label EPV, les gens ne savent plus trop exactement ce qui se passe. Et puis surtout, il y a beaucoup d'artisanat. Et c'est vrai que le niveau d'excellence où on peut monter est extrêmement important parce que c'est un rayonnement. C'est ce que apporte le label, en fait. Le rayonnement à l'international. Moi, j'exporte dans le monde entier, alors que j'ai un tout petit atelier du travail de mes mains. Nous sommes très fiers de vous avoir. Très fiers de vous avoir. Vous avez des marques comme Steinway ou comme Pleyel. Un piano, il prend de la valeur avec le temps comme un grand vin? Non, pas forcément. C'est complètement l'inverse des instruments du quatuor. Nous, les pianos ne prennent pas du tout de valeur, au contraire. Il s'abîme beaucoup plus que les autres instruments, il s'abîme énormément. Il faut travailler le bois, le feutre, le métal. Il faut maîtriser beaucoup de techniques. Moi, je travaille avec que des matériaux anciens. Je fais moi-même mes propres vernis avec de la gomme laque. J'utilise que des colles d'origine animale. Je vais chercher des vieux bois, des vieux plaquages. C'est une autre technique que simplement réparer une pièce cassée qui ne fonctionne pas. Absolument. Pas trop dur d'exercer sur les 35 heures ce genre de métier? Alors, je ne connais pas les 35 heures. Les 35 heures, c'est rendez-vous en terre inconnue, là. Pourquoi c'est les patrimoines? Pourquoi c'est un patrimoine aussi? Parce que, tiens, tout à l'heure, on avait un métier où il y a une seule école en France pour toute l'Europe. Et voilà des métiers encore qui n'ont pas besoin d'anglicisme pour pouvoir rayonner à l'international. Et vous restez avec nous, on va vous expliquer un nouveau métier. En tout cas, pour nous, puisqu'on le découvre aussi. C'est un métier qui s'appelle le néoniste. Voilà. Est-ce que, on vous laisse le suspense? On va vous expliquer dans quelques instants. Alexis est avec nous. Il a été lauréat de la Fondation Banque Populaire 2021. Il est passionné et certainement passionnant. On le découvre dans un instant. À tout de suite. Il y a quelques instants, nous étions avec Sylvie, ça s'appelle la Maison Balleron. C'est la restauration et l'histoire d'une passion des pianos. On est vraiment dans l'excellence. Et puis, un autre métier aussi que nous avons découvert, enfin, moi plus que Philippe qui connaissait, qui s'appelle le néoniste d'art. Ça, c'est très intéressant aussi. Il est avec nous. Alexis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Expliquez-nous la qualité de ce métier, parce que là, on est vraiment dans l'artistique aussi. On connaît tous
tous les néons classiques, mais là, on est hors cadre. Bonsoir, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Oui, donc effectivement, c'est la création des néons. La personne qui fait ça, c'est un néoniste. C'est pas une secte. C'est pas un nouveau-niste. Non, voilà. Je pense que le truc important à voir sur ce savoir-faire-là, c'est que c'est un savoir-faire français qui a un siècle. Donc c'est un Français, Georges Claude, qui a créé, en gros, qui a permis d'industrialiser le néon. Donc en gros, mon travail, c'est de donner une forme à une canne de verre. Et après, il y a un process dans lequel je mets un gaz dans cette canne de verre. Un gaz rare, voilà, il y en a 5. Le néon étant le nom d'un gaz. Donc pour l'info, le néon ne donne que du rouge. Donc si vous voyez, en fait, quand vous dites un néon, vraiment, ce n'est que la couleur rouge. Sinon, vous allez mettre de l'argon, qui est un autre gaz, et qui va permettre de faire les autres teintes. Donc voilà, il y a une connexion avec la France qui est très forte, parce que le verre que je travaille, c'est du borosilicate. Donc c'est ce qu'on appelle le verre dur. Et à l'opposé, il y a le verre tendre. Et en gros, c'est un petit peu le reste du monde travaille le verre tendre, et la France travaille le verre dur. Donc le verre tendre, genre le Murano. Et donc, c'est pas les mêmes outils. Donc si là, vous prenez un Américain, vous le mettez à Paris pour faire du néon, il ne saura pas forcément le faire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir votre parcours aussi à vous. Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'à la base, pour être néoniste, il faut être souffleur de verre. Alors, oui, c'est mieux. Non, c'est connecté. C'est-à-dire que le CAP qui permet de devenir néoniste, c'est un CAP qui s'appelle souffleur de verre, option enseigne lumineuse. Donc tout de suite, ça cadre le néon dans le champ de l'enseigne. Or, aujourd'hui... Ce n'est pas votre cas. C'est pas mon cas. Moi, mon background, c'est les arts décoratifs. Donc, j'ai fait les arts déco. Après, j'ai fait un CAP de menuisier à Paris. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les néons. Pourquoi, comment? C'est juste, j'ai vu des néons. Je me suis dit, tiens, ça me plaît. Comment ça marche? Je suis allé sur YouTube. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des chalumeaux. Donc, parce que le verre, on travaille avec les chalumeaux. Ça m'a plu. Je me suis renseigné. Il restait un seul CAP en France. C'est toujours le cas, qui est dans le 11e arrondissement. C'est le lycée d'Orient. Et en gros... L'état des lieux, c'est qu'il n'y a personne qui fait ce CAP, parce que c'est inscrit dans un lycée pro de verrerie scientifique. Donc, ils font de la verrerie parce qu'en fait, il y a des débouchés pour la verrerie, pour les labos, tout ça. Les tubes à essai. C'est vraiment un savoir-faire derrière. Et le néon, qui est aussi un savoir-faire très important d'un point de vue de la technique, on va dire, qui demande beaucoup de technique. Il n'y a pas de jeunes. Et pourtant, c'est très prisé. C'est-à-dire que dans la décoration... C'est beaucoup demandé, mais pour autant... Vous avez rappelé que c'est un Français qui avait inventé, c'était Georges Claude, c'est ça? Il y avait même une marque d'ampoule qui portait son nom à l'époque, qui a été rachetée entre-temps. Ça vous a fait rêver, vous, de voir, par exemple, dans les expositions, les enseignes qu'il y avait dans les années folles, qui étaient extraordinaires. À Paris, on voyait les enseignes, on voit des images d'époque, c'est sensationnel. Voilà. Je suis de Nice et j'ai pas connu l'époque. Non, moi non plus, mais j'ai vu des photos. Je rigole, bien sûr. Ouais. Mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a changé un petit peu le champ de l'enseigne. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de LED, en fait. Oui. Donc, mais les gens qui peuvent se le permettre, puisqu'en fait, le coût d'un néon est plus important que celui de LED, à partir du moment où vous pouvez vous permettre de mettre du néon, vous mettez du néon, parce que c'est pas la même qualité de lumière. Et donc, pour l'enseigne, c'est quand même mieux de mettre du néon. Pour qu'on comprenne bien, forcément, avec vous, Alexis, comment ça se décortique et comment on travaille. Donc d'abord, les différentes étapes. Est-ce que d'abord on souffle le verre, en tout cas, le tube, si je puis dire? Ouais. En fait, la toute première étape, c'est de parler avec la personne qui vous demande un projet, puisque comme elle-même ne sait pas comment fonctionne le néon et qu'il y a beaucoup de contraintes, parce que c'est une pièce en verre, etc., vous allez devoir la guider, faire un dessin technique, etc., qui va du coup probablement changer un petit peu ce qu'elle demandait, mais bon, ça marche, voilà. De là, vous déformez des cannes de verre avec des chalumeaux, donc là, vous soufflez. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai une grande paille, je sais pas moi, de 1,50 m dans les mains, j'ai un bouchon d'un côté, un tuyau qui va dans la bouche de l'autre, la flamme est au milieu, voilà, je fais mes actions diverses, et ensuite, je soude des électrodes que Georges Claude avait brevetées, et donc pendant 50 ans aux États-Unis, c'était chez Claude Néon, etc., qu'on apprenait à faire du néon, donc c'est quand même voilà. Après, vous insérez un gaz via une machine. Qui vous donne la couleur. Voilà, entre autres. Et vous avez fait de très belles enseignes de lieux particulièrement prestigieux. C'est pas des enseignes, c'est des... Je sais pas, ça peut être des enseignes. Disons, pardon, allez-y, on vous écoute. Effectivement, ma clientèle, ça va être autant des artistes que des enseignes, que le ballet de Marseille, ou alors qu'un restaurant. Là, je fais un truc pour la Tour Argent. Donc là, il y a un cabinet d'architectes d'intérieur en intermédiaire, mais qui place du néon dans le hall d'entrée de la Tour d'Argent. C'est formidable. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre qualité, en tout cas, de néoniste d'art? Vous êtes nombreux?
À vrai dire, je me décris même pas comme néoniste d'art, je dis juste néoniste. Mais en gros, je pense que l'état des lieux, c'est qu'il reste une soixantaine de personnes en France qui savent faire un néon. Sur la soixantaine... 60, c'est rien. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et sur les 60, combien il y en a qui ont moins de 40 ans ? Là, c'est... Ah oui, ça c'est étonneux. Voilà. Francis Bussière, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour relancer ces métiers ? D'abord, les faire découvrir, comme on fait ce soir, j'imagine, donner envie à une jeunesse de se dire j'ai envie de faire ce métier et finalement, on se rend compte qu'il y a des débouchés dans plein de sujets. Mais comment on peut travailler ça ? Vous l'avez dit, faire connaître, communiquer, c'est-à-dire dire la beauté des métiers qui sont exposés ce soir, la diversité des métiers, le fait que ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers pour lesquels effectivement, a priori, ils sont pas encore morts de faim, donc on arrive à gagner sa vie là-dessus, même si des fois c'est difficile. Et puis il y a nécessité absolue de transmettre. C'est-à-dire que quand Alexis nous dit, il y a 60 personnes qui savent travailler le néon en France, c'est-à-dire qu'une fois que les 60 personnes seront parties, eh bien il se passera quoi ? Donc c'est fondamental, si vous voulez, pour tout cet artisanat d'art, bien sûr, mais pas simplement. On parlait tout à l'heure d'autres métiers, les boulangers, les bouchers, les maçons, mais qui sont plus connus. C'est pour ça que ces métiers-là. Mais il y a des transversalités entre. Peut-être qu'on pourra vous demander un jour un piano avec des néons autour, très jolis. Enfin voilà. Il y a forcément des croisements entre artisans. Et quelques plumes, c'est parfait. Voilà. J'ai travaillé pour un plumassier, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon voisin d'atelier est plumassier, et du coup, voilà. Et l'un et l'autre, est-ce que vous avez la sensation qu'il se peut que votre savoir non pas se perde, mais ne soit pas hérité, ne soit pas transmis comme vous le souhaiteriez. Est-ce que c'est un danger qui peut exister, ça ? Alors, moi, comme je m'inscris donc dans des métiers de transmission d'un patrimoine, avec des techniques anciennes qui s'acquièrent avec le temps, oui, c'est problématique, parce que pour faire un bon restaurateur qui soit vraiment dans l'idée, l'intention musicale qu'on doit donner à un piano quand on le restaure, il faut au moins 15 ans de métier. Alors moi, j'insiste vraiment et appelle au secours. Je pense que nos gouvernants feraient bien, on a multiplié les aides pour ces petites entreprises. Il faut que le salaire d'un apprenti soit d'un coup 0 pour l'entreprise. C'est sûr. De telle sorte à ce qu'un jeune ait l'opportunité d'apprendre et une entreprise ait la possibilité de pouvoir le former et de transmettre ce véritable patrimoine. Ça, je